Bonjour à tous, bienvenue au Cercle de presse. Ce matin, un ministre pas du tout médiatisé au cours des derniers jours. Alors, M. Bernard Drainville, le fonctionnement, il va prendre la parole pour environ 8 minutes et ensuite, vous me faites signe, je prends vos noms et ce sera une période de questions et d'échanges. Alors, tout de suite, bienvenue, M. Drainville. La parole est à vous. Merci, c'est très gentil. Alors, merci d'être là ce matin. Merci pour l'invitation. Vous me direz quand il me restera 2 minutes, vous me faites signe, OK? Parfait. Alors, je vous résume le projet, OK? Parce que je veux qu'on se comprenne bien sur le contenu. Il faut partir sur des bonnes bases. Je vous rappelle, le projet, donc, essentiellement, c'est 5 orientations. La première orientation, c'est de dire on inscrit dans la Charte des droits et libertés les grands principes là, sur lesquels on s'appuie, c'est-à-dire que l'État est neutre sur le plan religieux, l'État est laïque, puis les religions et l'État sont séparés. OK? Donc, on inscrit ces grands principes-là. Et on met également dans la Charte des droits et libertés les fameuses balises que les gens nous demandent depuis longtemps là, pour encadrer les accommodements religieux. C'est là-dedans notamment, et alors on met ça dans la Charte des droits et libertés, et on dit, dorénavant, un accommodement ne pourra pas être accordé s'il ne respecte pas l'égalité homme-femme. Donc, l'égalité homme-femme devient une condition pour accorder un accommodement religieux. Ça, c'est la première fois qu'on fait ça au Québec, là. Puis on dit également qu'il faut que l'accommodement soit raisonnable. Alors, si quelqu'un, par exemple, demande un lieu de prière, demande un congé religieux, il faut que l'organisme ou l'entreprise à qui il demande soit en mesure de le payer, soit en mesure d'aménager le local, par exemple, soit en mesure de remplacer l'employé, par exemple, qui veut partir pour des raisons, pour un congé religieux, par exemple. Donc, les fameuses balises, ça va nous permettre de combler un manque actuellement au Québec, c'est l'absence de règles. Une des raisons pour lesquelles on a connu beaucoup de frustration puis de tensions ces dernières années autour des accommodements, c'est qu'il n'y avait pas de règles. C'est vraiment l'absence de règles qui a été la première cause des tensions ces dernières années. Et donc, on vient combler ça avec des règles claires, puis des principes, puis des valeurs claires. Puis l'égalité homme-femme, vous l'aurez compris, c'est une valeur extrêmement importante, c'est central à ce que l'on propose. Bon, l'autre chose également qu'on propose dans la Charte des valeurs, c'est de dire celui ou celle qui fait affaire avec l'État doit le faire à visage découvert. Il faut que tu le fasses à visage découvert. L'État a le droit de savoir à qui il a affaire, puis le citoyen qui fait affaire avec l'État a le droit de savoir également à qui il a affaire. Donc, cette idée que quand tu fais affaire avec un ministère, avec une commission scolaire, avec une école, un hôpital, tu dois le faire en montrant ton visage. Ça aussi, c'est une proposition qui est très importante dans ce que nous mettons de l'avant. L'autre chose très importante, c'est la neutralité religieuse de l'État. Alors, on établit d'abord le principe. On dit ceux et celles qui travaillent pour l'État. Mais là, l'État, c'est au sens très large. C'est-à-dire les ministères, les organismes, les commissions scolaires, donc les enseignants, les hôpitaux, les cégeps, les universités, les municipalités et les garderies privées subventionnées et CPE, pas les garderies en milieu familial, j'insiste là-dessus, les garderies en milieu familial ne sont pas visées par la Charte des valeurs et les garderies privées non subventionnées non plus. C'est seulement les garderies en installation, comme on dit, là. Les garderies en installation, que ce soit CPE ou garderies privées subventionnées, eux autres, ils sont dans le cadre et donc ils devront respecter ceux et celles qui travaillent donc dans l'État au sens large, tel que je viens de vous le définir. Ils vont devoir être neutres sur le plan religieux dorénavant. Vous savez, la neutralité politique, elle existe déjà pour les fonctionnaires. Hein? Quand tu travailles pour un ministère, un organisme, c'est déjà dans la loi sur la fonction publique. Tu dois être neutre sur le plan politique. Et ça veut dire que tu ne peux pas afficher tes convictions politiques. Tu ne peux pas te promener avec un macaron, avec une casquette, avec un T-shirt d'un parti politique. C'est pas possible, ça, quand tu es fonctionnaire. Alors, nous, on dit, à ce devoir de neutralité politique devrait s'ajouter le devoir de neutralité religieuse. Quand tu travailles pour tes concitoyens, ta religion, tu dois la garder pour toi. Ça ne t'empêche pas de continuer à croire en ton Dieu, là. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de croire en Dieu. Mais quand tu travailles pour le gouvernement, diraient les gens là, dans un français parlé, quand tu travailles pour le gouvernement, quand tu travailles pour l'État, ta religion, tu dois la garder pour toi, comme tu dois garder pour toi tes opinions politiques. Puis nous, on pense que c'est une condition d'égalité
On dit l'État doit être respectueux envers tous les citoyens, peu importe ta religion, que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, l'État te doit le même respect. Et donc, on dit la neutralité religieuse, c'est une condition d'égalité. Égalité de tous, respect pour tous, et égalité également de toutes les religions. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Il faut traiter tout le monde également. C'est à ça qu'elle sert la neutralité. C'est pour ça que je dis tout le temps, la meilleure façon de protéger toutes les religions, c'est que l'État n'a pas de religion. Parce que l'État, n'ayant pas de religion, dit « Choisissez ce que vous voulez, chers concitoyens, choisissez la religion que vous voulez, choisissez de croire ou de ne pas croire, je vais vous respecter également. » Et c'est pour ça que je m'impose la neutralité. Sur la question des signes religieux, c'est très important, puis je vais terminer là-dessus. Alors, quand on dit que Alors, l'État est neutre, les représentants de l'État doivent l'être également, y compris dans leur apparence. OK? Et on parle bien ici de signes ostentatoires. On parle des signes qui sont très apparents, qui envoient un message, dans le fond. Quand tu portes un signe religieux très apparent, tu envoies un message religieux. Tu dis « je suis croyant », je veux vous le dire, c'est ma religion. Alors, on parle de la grosse croix chrétienne, on parle de la kippa, qui est portée par la communauté juive, le voile, qui est porté par les musulmans, le turban également. Alors, tous ces signes religieux qui sont très visibles, très apparents, ne seraient plus permis sur les heures de travail, là. Quand tu es au service de l'État, sur les heures de travail, tu ne peux pas afficher tes convictions religieuses de façon très visible, très apparente, comme tu ne peux pas le faire pour tes opinions politiques. La petite croix, là, que les gens portent, là, la petite croix là, de grand-maman là, qu'elle nous a donnée pour la première communion ou je ne sais pas quoi, là, ça, il n'y a pas de problème avec ça. C'est un signe qui est discret. Les gens vont pouvoir continuer à porter leur signe religieux discret, là. Ce dont on parle, c'est les signes qui envoient un message aux autres sur ta religion. Et j'insiste sur le fait, puis ça, c'est très important, parce qu'un matin, je faisais une entrevue à la radio, je me rends compte qu'il y a encore des choses à clarifier là-dessus, là. Pour ce qui est des signes religieux, on ne parle que des signes religieux pour les personnes qui travaillent pour l'État pendant les heures de travail. Alors, le simple citoyen là, qui ne travaille pas pour l'État, là, qui n'est pas fonctionnaire, qui n'est pas... Ce qu'on propose, ça ne le touche pas, là. Les gens, monsieur et madame tout le monde, peuvent tout à fait continuer à porter le signe religieux qu'ils voudront, là. Cette liberté-là, il n'y a pas un État qui peut enlever ça à un citoyen. C'est seulement quand tu rentres travailler pour le monde, pour les citoyens, dans un hôpital, un cégep, une université, une école publique, là, tu dois mettre de côté, d'une certaine façon, tes convictions. Tu dois accepter de les garder pour toi au nom du respect que tu as pour les autres. C'est pas mal ça. Vous êtes pas mal dans le temps. Alors, on va débuter avec Louis Tremblay, ensuite Roger Boivin et Simon Tremblay. Pouvez-vous identifier les médias avec lesquels vous êtes? Est-ce que Oui. Louis Tremblay, Journal Le Quotidien. Monsieur Drainville, possiblement que votre ex-collègue ministre Christine Saint-Pierre avait soutenu fortement la candidature de son ex-collègue, Mme Miville-Deschênes, à la présidence du Conseil du statut de la femme. Oui. Est-ce que Bernard Drainville va montrer la porte à Mme Miville-Deschênes? Ben non. Pour la sortie qu'elle fait, puisqu'elle accuse le gouvernement de vouloir diriger ou manipuler le Conseil? Je vais vous dire franchement, ben là, non, je ne suis pas là-dedans, moi, là. D'abord, c'est pas moi qui est responsable du Conseil du statut, c'est Mme Maltais. Je pense d'ailleurs qu'elle doit faire une déclaration aujourd'hui. Sauf que vous êtes quand même au Conseil des ministres quand on nomme ces gens-là. Là. Oui, mais je vais vous dire... vous parlez encore. Moi, en tout cas... écoutez, savez-vous, j'ai pris une bonne habitude depuis que je suis au Conseil des ministres. Je commente le moins possible les dossiers de mes collègues, confrères et consoeurs. Puis jusqu'à date, ça m'a vraiment bien servi. Fait que je vais continuer à faire ça. On va laisser Mme Maltais prendre la parole là-dessus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les nominations qu'on a faites, par contre, ça, je vais commenter un petit peu, là. Les 4 nominations qu'on a faites, c'est 4 femmes remarquables. Puis le processus a été suivi. C'est des groupes de femmes qui ont recommandé leur candidature. Et puis, j'espère que la sortie de Mme Miville-Deschênes n'est pas une critique de ces femmes-là, parce que, sincèrement, ce sont des femmes remarquables. Et leur nomination a suivi la procédure habituelle. Pour ce qui est du reste, je vais laisser Mme Maltais commenter.
Monsieur Boivin. Oui, bonjour, bon matin. Roger Boivin, Groupe Performance Stratégique, une firme de communication de la région. Monsieur, plusieurs se demandent d'où ça arrive. On sait bien ce que c'est que les accommodements, toute cette question-là, mais il n'y aurait pas d'exemple récent, tout ça, on n'a pas de documentation, nous dit-on. Sur quelle base vous arrivez avec la nécessité de faire ça? On nous dit que vous n'auriez pas d'études qui démontreraient une gravité ou une occurrence. L'argument de M. Bouchard, pour lequel j'ai le plus grand des respects. M. Bouchard, j'ai débattu avec hier, à Tout le monde en parle, vous écouterez ça dimanche soir. Alors, ce que j'ai répondu à M. Bouchard hier, quand il m'a amené justement cet argument-là, j'ai dit, écoutez, M. Bouchard, quand les gens des commissions scolaires nous demandent des balises, quand les enseignants nous demandent des balises, quand le milieu de la santé nous demande des balises, c'est parce qu'on a besoin de balises. Et, vous savez, il n'y a rien comme le réel, hein? Il n'y a rien comme les gens. Il n'y a rien comme le citoyen qui nous dit « Monsieur Drainville, on a vraiment un problème. » Dans certaines écoles, là, actuellement, là, la question des congés religieux est vraiment une très grande source de frustration. Vous avez des gens des personnes qui demandent des congés au nom de leur religion et qui les obtiennent et qui sont payés pour les prendre, en plus des congés fériés que tout le monde obtient. Je n'ai pas besoin d'études pour savoir que c'est un problème, ça. Les gens qui le vivent, le problème, m'en parlent. Et quand les gens qui vivent le problème t'en parlent, la responsabilité que tu as, c'est de t'en occuper, puis on s'en occupe. Dans ce qu'on a déposé au niveau de la charte, on amène des critères d'équité pour faire en sorte, justement, que les congés religieux soient gérés équitablement pour tout le monde. Alors ça, je pense que c'est une bonne idée parce que ça va ramener de l'harmonie là où il y a des tensions présentement. Puis moi, je peux comprendre un enseignant, par exemple, ou une enseignante qui dit « Comment ça se fait que lui a le droit à plus de congés que moi? » Ça, c'est compréhensible. Tout le monde comprend ça. Alors, ramener de l'équité dans la question des congés religieux, moi, je pense que c'est nécessaire et le milieu de l'éducation nous le demande. Alors, on va s'en occuper. D'ailleurs, c'est fascinant. Vous savez, c'est sûr que la charte, elle est très débattue présentement, là, puis c'est normal. C'est un sujet qui nous touche tous dans notre fort intérieur, là, dans nos convictions profondes. Mais les deux commentaires que je reçois le plus souvent actuellement, puis je suis certain que les autres ministres témoigneraient de la même chose, les deux commentaires qu'on reçoit le plus, c'est « Enfin, un gouvernement qui met ses culottes, puis lâchez pas ». Puis moi, je dis aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on met nos culottes, puis on ne lâchera pas. Parce que ça fait longtemps que les gens disent, ils vont-tu finir par s'en occuper? Bien, on s'en occupe. On s'est engagé à s'en occuper, on va s'en occuper. Simon Tremblay, suivi de Laval-Gagnon. Bonjour, Simon Tremblay, Radio X. On s'était parlé au printemps, M. Drainville, sur... C'était les employés municipaux à Montréal qui avaient caché une pancarte de stationnement pour une fête juive. Oui. Puis vous m'aviez dit à cette époque-là, on est en train de faire une consultation justement. Puis à l'automne, vous allez voir, il y a une charte qui va sortir. En quoi ce type de problématique-là va être réglé par la charte? Bien, il y a 4 critères pour gérer les demandes d'accommodement dans ce qu'on propose. Ces 4 critères-là, je vous le rappelle, on propose de les inscrire dans la Charte des droits et libertés du Québec. OK? Les 4 critères, c'est quoi? Premier critère, c'est discrimination. Est-ce que la personne qui demande un accommodement vit une discrimination? Est-ce qu'elle vit une atteinte à ses droits qui justifierait un accommodement? Bien, en vertu de cette règle 1, discrimination, l'accommodement pour les stationnements à Montréal est refusé. Il faut évidemment que la Ville de Montréal l'applique. Il faut que la Ville de Montréal applique les 4 critères. Mais les règlements de stationnement, là, t'empêche pas de pratiquer ta religion, là. Si tu ne peux pas déplacer ton auto telle ou telle journée, bien, tu as juste à t'organiser pour la stationner à un endroit où tu n'auras pas besoin de la déplacer, ou tu peux demander à quelqu'un de la déplacer pour toi. Mais ce n'est pas une discrimination que de devoir respecter les règlements de stationnement ou les panneaux de signalisation que tout le monde respecte. Alors, ça ne peut pas être plus clair. Dans le cas que tu me soumets, là, me permet de dire... Il y a 4 tests. Pour qu'un accommodement soit accepté dorénavant, il doit passer 4 tests. Bien, celui-là, il ne passe même pas le premier test. Est-ce qu'il y a discrimination? Est-ce que les règlements sur les stationnements t'empêchent de pratiquer ta religion? La réponse est non. Pas d'accommodement. En vertu de ces critères-là, le
seul juge sera, dans ce cas-là, la Ville de Montréal? Est-ce qu'il y aura possibilité d'appel s'il y a des gens qui considèrent que... Il y a toujours possibilité d'appel. Ça finira jamais? Ben, qu'est-ce que tu veux? Tu vis dans une règle... C'est la règle de droit. On est dans une démocratie, alors... En général, quand une décision est prise puis on n'est pas d'accord avec, il y a toujours moyen d'en appeler. C'est à ça que servent les tribunaux. Alors, les tribunaux vont continuer à jouer leur rôle. Mais ce que je te dis, c'est que le fait d'avoir des règles claires va nous permettre de diminuer le nombre d'accommodements déraisonnables et donc les tensions qui viennent avec les accommodements déraisonnables. C'est pour ça que quand on dit que ce qu'on propose à terme, là, quand ça va être en place, ça va nous permettre de vivre beaucoup plus harmonieusement comme société, parce qu'on va justement être capable de faire la différence entre un accommodement qui est raisonnable et un accommodement qui est déraisonnable, puis faire la différence entre un accommodement qui doit être accordé et un autre qui ne doit pas l'être. Vous savez, le Québec, on est une société qui est de plus en plus multiethnique, puis de plus en plus multireligieuse. Puis c'est une extraordinaire richesse, ça. C'est une force, ça. C'est pour ça que ça prend des règles communes puis des valeurs communes, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas juste miser sur nos différences individuelles. À un moment donné, il faut se retrouver autour de la table puis dire, on a également des choses en commun. Puis c'est ça qu'on est en train de définir actuellement avec la Charte. On est en train, d'une certaine façon, de définir c'est quoi les valeurs qui sont non négociables au Québec puis qui deviennent l'espèce de ciment qui nous réunit tout le monde, qui fait qu'on est capable de vivre tout le monde ensemble dans la même société, au-delà de nos différences individuelles. C'est un bel équilibre, je te dirais, entre le respect des droits de la personne, des droits individuels, puis les valeurs communes. Puis le Québec, on est bon là-dedans. C'est ça qu'on a fait avec la loi 101. La loi 101, là, il y a 40 ans, là, ça a été dur, la loi 101. On est allé revoir les manchettes d'il y a 40 ans, les journaux. Même affaire qu'aujourd'hui. On nous traitait de tous les noms. Parce qu'on osait demander aux enfants des nouveaux Québécois d'aller à l'école française. C'était épouvantable de demander ça aux néo-québécois, aux nouveaux arrivants, de les obliger à envoyer leurs enfants à l'école française. Les droits individuels étaient brimés, puis la grosse affaire, toi. Bien, 40 ans plus tard, tout le monde se félicite de l'avoir voté à la loi 101. Puis les libéraux qui l'ont combattu, à cette heure, ils l'acceptent. Ils ont même voté contre les libéraux il y a 40 ans. Tout le monde a oublié ça. Alors moi, je te dis, la même chose va se passer avec la Charte des valeurs. Ça va être difficile, ça va être un bon débat, mais dans une couple d'années d'ici, on va être très content de s'être donné ce cadre-là. Très content. Et qu'est-ce qui va arriver lorsque vous allez vouloir faire la souveraineté du Québec? Vous n'avez pas peur que ces gens-là, justement, des communautés culturelles, se coalisent en bloc et se sentent exclus de la société québécoise et votent contre votre projet premier qui est de faire la souveraineté du Québec? Ouais. Moi, je vais vous dire, j'entends les résistances, j'entends les déchirements que les gens ont, puis je respecte ça. Moi, je conçois que quelqu'un qui porte un signe religieux, je sais que ça peut déchirer cette personne-là que de devoir faire face à la possibilité d'y renoncer pendant les heures de travail si elle travaille, par exemple, dans une garderie ou dans une école. J'accepte ça, je comprends ça, puis je pense qu'il faut être humain là-dedans. Il faut être humain, il faut comprendre la personne. En même temps, on ne le fait pas contre elle, on ne le fait pas contre personne, on le fait pour le Québec. On décide comme société de se donner un État, puis d'affirmer un État dans lequel il n'y a pas de religion. Parce qu'on pense que la meilleure façon de respecter toutes les religions, c'est que l'État n'ait pas de religion. Et donc, ce que je vais lui dire à cette personne-là, parce que c'est un peu ça votre question, qu'est-ce que vous lui répondez à cette femme-là, à cette personne-là? Moi, je vais lui dire, d'abord, ce que je vous propose, madame, monsieur, c'est raisonnable au sens où c'est limité aux heures de travail. Puis, à partir du moment où vous allez travailler pour vos concitoyens, vous avez des responsabilités qui viennent avec ça. Et l'une des responsabilités, c'est d'être neutre. Ça vient avec la job. Mais le jour où ils vont voter à un référendum, vous savez qu'ils vont voter non, ces gens-là. Vous les entendez à la télévision, vous les voyez dans les journaux. Oui, mais là, le débat, il commence. Écoutez, là, je ne sais pas, vous m'avez entendu le dire peut-être, là. On a ouvert le site, nous autres, mardi passé, quand on a dévoilé le projet. On est rendu à plus de 100 000 personnes différentes qui sont allées sur le site Internet. Nosvaleurs.gouv. Je vais répondre à votre question, faites-vous-en pas. Nosvaleurs.gouv.qc.ca. Plus de 100 000 personnes qui sont allées sur le site. Plus de 12 000 personnes ont laissé des commentaires qui vont nous guider dans la rédaction du projet de loi. Moi, le pari que je fais, c'est qu'à force d'en discuter,
les gens qui ont des réticences présentement vont se rallier de plus en plus parce qu'ils vont comprendre pourquoi on veut le faire. Ils vont comprendre que, dans le fond, c'est aussi leur religion. Dans le cas, par exemple, d'une femme voilée, c'est aussi sa religion qu'on veut protéger à travers la neutralité religieuse. Je vais faire valoir aussi un argument qui est bien important. Selon les experts, là, 80% des musulmans, musulmanes qui viennent au Québec ne portent pas de signes religieux. Par ailleurs, donc, ils ne sont pas touchés par la mesure sur les signes, ils n'en portent pas de signes dans 80% des cas. Par ailleurs, il y a des femmes qui sont venues ici au Québec, qui sont arrivées du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, qui sont venues au Québec à cause de l'égalité homme-femme, puis qui ont fui l'intégrisme, qui ont fui une vision de la société, une vision intégriste qui veut que la religion puis l'État, ça va ensemble. Ça ne fait qu'une seule et même chose. Nous autres, au Québec, on a décidé dans les années 60 de séparer la religion puis l'État. C'est ça qu'on a décidé dans les années 60, quand on a décidé que l'État devait se détacher de l'Église catholique. Et savez-vous ce qui s'est passé? Quand on a fait ce choix de société de détacher l'État de la religion catholique, il y a beaucoup de religieux et religieuses qui portaient des signes religieux, qui ont renoncé à ces signes-là pour continuer à enseigner dans les écoles publiques, notamment. Alors, ce que je vais dire à cette dame-là aussi, c'est, vous savez, madame, on a fait le choix dans les années 60 de séparer l'État de la religion catholique, puis il y a des religieuses qui portaient un signe religieux qui ont accepté de l'enlever pour rester dans les écoles publiques, pour continuer à enseigner. Puis ça n'a pas été un choix facile pour les catholiques, ça. Pour ceux qui portaient, pour ces femmes-là, ces hommes-là qui portaient des signes religieux, ça a été très difficile. Alors, je pose la question, si c'était une bonne idée pour les catholiques dans les années 60 d'enlever les signes religieux, pourquoi ce ne serait pas une bonne idée pour toutes les religions aujourd'hui? Vous n'avez toujours pas répondu à ma question sur la souveraineté. Est-ce que vous croyez que votre projet nuit à votre projet premier, qui est de faire la souveraineté du Québec? Dans la mesure où je vous dis qu'on va rallier de plus en plus les gens, je ne vois pas en quoi ça va nuire. Parce qu'il faut justement se donner le temps de les rallier. C'est pour ça que j'ai fait le détour par le débat. On est dans un débat, les gens discutent, les gens soumettent leurs idées. Et moi, je pense qu'au fil du temps, plus les gens vont être informés, plus ils vont avoir le goût de nous appuyer et plus les résistances vont s'atténuer. Et le reste suit. Laval-Gagnon, suivi de Pascal Girard. Monsieur Drainville, le débat sur la charte est commencé quand même depuis plusieurs semaines. Là. Vous avez déposé votre projet il y a une dizaine de jours, mais les semaines qui ont précédé, évidemment, oui. Le débat était plutôt intense. Ça a été assez sportif. Sportif, continue de l'être. Et on peut bien affirmer que les grands éléments du débat sont assez campés, malgré tout. On connaît à peu près les éléments qui pourraient faire consensus, d'autres qui sont un peu plus problématiques, notamment l'histoire du port ostentatoire des signes religieux et tout ça. Mais le débat ne peut pas durer éternellement. Est-ce que, comme ministre responsable, vous avez l'intention, dans un délai relativement court, d'abord d'indiquer si vous avez des modifications à faire à votre projet, d'une part, et de l'indiquer au gouvernement, au Conseil des ministres à tout le moins, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous allez pouvez identifier un échéancier quand même relativement précis quant au dépôt d'un projet de loi? Parce que tout va se jouer là, évidemment. Ou la perspective d'élection alimente le flou sur ce plan-là. Moi, je vais vous dire, là, moi, je suis dans un mode adoption. Moi, je souhaite, puis tout ce que j'entends au gouvernement m'indique que c'est vers ça qu'on veut aller. On veut vraiment le faire adopter, ce projet-là. Évidemment, ça va prendre un projet de loi. Pour que la Charte des valeurs devienne loi, il va d'abord falloir qu'il y ait un projet de loi. L'objectif, c'est de continuer à entendre le point de vue des Québécois pendant encore quelques semaines, faire la synthèse de tout ce qui nous a été transmis par les citoyens, puis s'en servir dans la rédaction finale du projet de loi pour faire les derniers arbitrages. Dépôt du projet de loi cet automne. Je ne peux pas vous donner une date exacte, mais on veut faire ça cet automne. Vous n'écartez pas les possibilités de modification à votre
Moi, depuis le début, depuis que je l'ai déposé la semaine passée, j'ai dit, si tu consultes le monde, il faut que tu sois prêt à écouter le monde. Si tu demandes aux citoyens de te donner si tu demandes aux citoyens qui te donnent leur avis, il faut que tu sois prêt à prendre en considération l'avis du citoyen, sinon ça ne sert à rien, là, t'sais. Alors là, on est là-dedans. On a dit aux gens, soumettez-nous vos commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Ils le font massivement. Et on a des gens qui vont éplucher tout ce que les citoyens nous ont envoyé. Ils vont regrouper ça, synthétiser ça, puis on va regarder ça, puis on va voir si on est capable, à partir des commentaires qui ont été faits, d'améliorer le projet. L'ouverture à l'amélioration, elle est là depuis le début, en fonction notamment des commentaires que les gens vont nous faire. Alors là, on est là-dedans. Les gens nous font le commentaire. On va procéder à la rédaction finale du projet de loi en fonction notamment des commentaires. Dépôt du projet de loi. Et là, les discussions avec les autres parties vont évidemment s'enclencher. Et parallèlement à ça, il va y avoir des consultations formelles en commission parlementaire. Tu ne peux pas, quand tu déposes un projet de loi, faire abstraction. Tu ne peux pas sauter par-dessus les consultations. Ça fait partie du processus. Alors, on va recevoir les gens en commission. Et parallèlement à ça, j'imagine que les discussions vont se dérouler. L'objectif étant, éventuellement, d'en arriver à une adoption. Mais pour ça, c'est sûr qu'on va avoir besoin de l'appui des autres partis ou des autres députés. Et c'est pour ça que c'est si important que les citoyens appellent leurs députés. Moi, je le dis depuis le début, comme on est minoritaire, les autres partis ont besoin de sentir qu'on a l'appui des gens. Alors moi, je dis depuis le départ aux gens, si vous y tenez, si vous pensez que c'est un bon projet, la Charte des valeurs, là, appelez vos députés, puis dites-leur, on est derrière vous. Puis on veut que ça soit adopté. C'est ça qui va nous permettre ultimement de le faire adopter. C'est l'appui des gens, c'est la volonté populaire qui va faire que les autres partis vont, à un moment donné, soit nous appuyer, soit ne pas nous bloquer. Parce que M. Couillard a déjà dit, si vous ne me donnez pas ce que je veux, là, moi, je vais tout bloquer ça. Là. Il a déclaré ça la semaine passée. Il n'est pas dans le bon état d'esprit, M. Couillard. Là. M. Couillard, il devrait être en mode écoute plutôt qu'en mode attaque. Il devrait accepter que c'est au tour des citoyens de parler. Là. C'est pas le temps de dire on va tout bloquer, comme il l'a fait la semaine passée. Ça répond-tu à votre question? Oui, si ça ne fonctionne pas, Oui, mais moi, je ne suis pas là-dedans. Je vous le dis, là, je ne suis pas là-dedans. Ah non, pas là-dedans. Pourtant, votre première ministre donne des subventions là, depuis une semaine un peu partout au Québec. Vous n'allez pas vous plaindre d'avoir des subventions. Non, mais on pourrait y voir une pré-campagne électorale. Ah, arrêtez ça. Il faut gouverner. Il faut gouverner quand il faut s'occuper d'économie, il faut s'occuper des valeurs, il faut s'occuper de tout. Puis, c'est une bonne chose que la première ministre soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean là, pour appuyer notamment les PME. Là. Moi, je pense que ça envoie un message clair qu'on s'occupe de valeurs, puis on s'occupe d'économie, puis on s'occupe de tout le reste aussi. On est capable de marcher puis chiquer de la gomme en même temps. Hein? Pascal Girard, suivi de Sonia Lavoie. Bonjour, M. Drainville, Pascal Girard, Le Quotidien. M. Drainville, il y a un dossier qui est assez incontournable à Saguenay. Vous devez me voir venir. Vous avez dit, bon, dans les années 60, on a séparé l'État et l'Église. Oui. Et pendant des mois, et pendant des années au Parti québécois, on disait on s'en vient avec une charte. Lorsqu'on posait des questions sur la fameuse prière avant le conseil de ville à Saguenay, qui est un dossier qui ne s'est pas réglé de façon politique et qui est là et devant les tribunaux. Et là, vous aviez l'opportunité de régler ce dossier-là une fois pour toutes dans une charte et vous n'en parlez pas, c'est omis et c'est laissé encore une fois entre les mains des tribunaux. Pourquoi ce dossier-là n'est pas dans la charte? Mais j'en ai parlé la semaine passée quand j'ai rendu public le projet. J'ai eu une question là-dessus. Et ma réponse a été la suivante. J'ai dit, écoutez, d'abord, c'est devant les tribunaux, fait qu'il faut se garder une petite gêne, là. Cela étant, j'ai aussi ajouté que, regarde, plutôt que de raconter ce qui s'est passé la semaine passée, je vais te donner une réponse directe à ta question. La cause est devant les tribunaux. OK? Fait qu'il faut faire attention, il faut se garder une petite gêne d'un commentaire qu'on fait. Maintenant, on est en réflexion sur la question de la prière. On réfléchit. Mais on essaie de voir un peu quelles sont les différentes options. On essaie de voir quelles sont... Il n'y a plus d'Église dans l'État. On essaie de voir les différentes options qu'on a devant nous. C'est certain qu'on réfléchit à ça. Il ne faut pas oublier qu'à l'Assemblée nationale, en 1976, le Parlement a décidé de remplacer la prière par un moment de recueillement.
Alors ça fait partie du portrait, ça. Ça fait partie de la réflexion que nous avons présentement. Mais je ne suis pas prêt ce matin à vous dire comment le projet de Charte des valeurs pourrait toucher cet aspect-là. On n'est pas rendu là encore. On est encore en train de voir, puis on essaie effectivement de voir la décision que l'on pourrait prendre éventuellement, quel impact ça pourrait avoir sur la cause qui pourrait se retrouver devant la Cour suprême. Alors, il faut être responsable également dans les décisions qu'on prend, mais je veux juste vous dire qu'on y réfléchit. C'est pas vrai qu'on a comme mis ça de côté, là. On y réfléchit, on regarde les différentes options qui s'offrent à nous, puis c'est évident que la question du recueillement fait partie de notre réflexion. Et là, dans le fond, on va être obligé le Québec va devoir vivre avec la décision qui va être prise en Cour suprême. Dans le fond, c'est Ottawa qui va se trouver à décider de ce dossier-là. Oui, mais écoutez, on ne sait pas encore là, si l'appel va être accordé. Là. Il y a une demande d'en appeler qui a été faite à la Cour suprême, puis la Cour suprême n'a pas encore rendu sa décision là-dessus. Mais c'est clair que la Charte des valeurs que nous mettons en place, notamment en inscrivant les principes de séparation des religions et de l'État, puis de neutralité religieuse et tout ça, va nous donner des balises qui vont faire en sorte que les juges, à l'avenir, vont devoir prendre en compte ces principes-là, ces valeurs-là. Actuellement, les tribunaux, oui, il y a une jurisprudence, là, mais dans nos grandes lois, dans nos grands textes fondamentaux, nulle part c'est écrit que le Québec est un État laïque. Au Québec, les religions puis l'État doivent être séparés, sont séparés. C'est pas écrit nulle part, ça, que l'État est neutre sur le plan des religions. Alors, si on avait eu ces grands principes-là dans la Charte québécoise des droits et libertés, qui sait, peut-être que la décision aurait été différente. Mais le juge ne pouvait pas s'appuyer là-dessus parce que c'est écrit nulle part. Il l'a d'ailleurs noté dans son jugement. Hein? Ben oui, c'est ça. Alors, on travaille là-dessus, monsieur. Je reviendrai, M. Drainville, sur... c'est bon être présidente, oui. Hein? Ça oui, vous donne vraiment le droit de... Vous avez tout compris. Ça, c'est... Elle a le power, hein? Mais elle a toute votre confiance, hein? Ben, elle vient d'être élue, j'espère. Mais ça, c'est le bénéfice qui vient avec le trouble, hein? C'est ça, hein? Exactement. J'en ai des vous devez gérer vous devez gérer ce monde-là, mais en échange, il vous donne plus de questions. Vous avez compris. OK. Donc, je reviens... C'est plus agréable que ça, gérer par des attachés de presse. Alors, je reviendrai sur la croix à l'Assemblée nationale. Donc, croix qui avait été installée sous le régime de Maurice Duplessis. Hier, les évêques ont dit clairement au Québec qu'ils n'avaient pas de problème avec le fait d'enlever le crucifix si c'est considéré comme un élément du patrimoine, qu'un élément du patrimoine peut se retrouver dans les musées, dans les corridors de l'Assemblée nationale, qu'on peut lui donner un endroit très spécial pour parler de notre histoire. Alors pourquoi, même si les évêques du Québec vous disent vous pouvez l'enlever, le crucifix, pourquoi vous bornez à laisser un signe religieux dans l'Assemblée nationale si vous prônez la neutralité de l'État? C'est une bonne question. Puis c'est un bon débat. La décision qu'on a prise, la proposition qu'on fait, c'est de le maintenir là où il est, au nom du respect pour le passé, au nom du respect pour notre histoire, au nom du patrimoine. Puis aussi parce que, disons-le franchement, il y a encore beaucoup de Québécois qui sont attachés à ce symbole-là. Pas parce qu'ils y voient nécessairement un symbole religieux, soit dit en passant. Hein. Il y en a beaucoup qui voient même plus là-dedans un symbole chrétien ou un symbole catholique. Ils voient là-dedans un symbole culturel. Ils voient là-dedans le parcours. Ils voient là-dedans l'histoire, le passé, les ancêtres. Ils sont attachés à ça, puis il faut respecter ça. Et la décision que nous avons prise, c'est de respecter ça. Par ailleurs, vous savez, on ne touche pas... le crucifix n'est pas visé, mais il n'y a pas juste le crucifix qui n'est pas visé dans ce qu'on propose, là. Tout ce qui est patrimonial n'est pas visé non plus, là. C'est-à-dire les croix du chemin, la croix du drapeau, la croix du Mont-Royal, les villages qui commencent par Saint puis Sainte, là. Il n'est pas question de faire disparaître ça de notre paysage, là. Ça, c'est notre histoire. Québec, c'est pas une page blanche. Ça fait un bout qu'on est ici, puis on ne va pas tourner le dos à notre passé. Alors, c'est ça le sens de la décision ou de la proposition que nous faisons. Mais vous pouvez changer d'idée, à voir qu'il y a plusieurs
groupes comme ça qui vous disent, ben écoutez, si c'est du patrimoine, pas de problème, on va lui donner un endroit privilégié, mais ça ne sera pas dans l'Assemblée nationale? La proposition que nous faisons sur le crucifix, elle est claire. Mais encore une fois, moi, je ne commencerai pas à dire aux citoyens, vous ne prononcez pas là-dessus. Moi, je dis aux citoyens, ce qu'on a proposé, c'est un tout, puis vous pouvez vous prononcer sur le tout. Alors, si des gens souhaitent nous faire des commentaires là-dessus, s'ils souhaitent nous faire des suggestions, bien évidemment, c'est leur droit démocratique de le faire. Nous, on peut pas. À partir du moment où tu décides d'écouter le monde, il faut que tu écoutes le monde. Alors, si le monde décide de nous envoyer des suggestions, nous envoyer des commentaires, peu importe le sujet, on va le lire, puis on va le prendre en considération. Sonia Lavoie, suivie de Louis Tremblay. Sonia Lavoie de TVA. On comprend l'objectif de la Charte pour ce qui est des accommodements raisonnables. Vous parliez tout à l'heure des congés dans les écoles, des stationnements. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi s'attarder à l'apparence des gens. Je veux dire, je comprends qu'on doit voir le visage de la personne qui nous reçoit, mais moi, personnellement, que j'aille dans un ministère, que la personne soit voilée, elle m'envoie, oui, un signe sur sa religion, mais bon, j'ai pas l'impression qu'à cause de ça, elle va traiter différemment mon dossier. Est-ce que c'était ça vraiment le problème? Bien, je vais vous dire... le choix de société qu'on fait, il faut vraiment partir toujours du principe. Est-ce qu'on veut un État qui est neutre ou pas? Si on veut que l'État soit neutre, est-ce qu'on pense que les personnes qui représentent l'État doivent l'être également? T'sais, on dit déjà l'État est neutre sur le plan politique, ça veut dire que les fonctionnaires ne peuvent pas porter de macarons, de t-shirts et de casquettes au nom des partis politiques. Alors on dit si l'État est neutre sur le plan religieux, la même logique devrait s'appliquer pour les signes religieux. Maintenant, vous me dites, mais est-ce que, dans le fond, ça dérange-tu vraiment quelqu'un que de voir une personne porter un signe religieux? Moi, je respecte tout à fait le fait que, pour vous, ça ne cause pas d'inconfort, ça ne cause pas de malaise. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas nécessairement le cas de tous. Quand vous avez des mamans, par exemple, qui nous disent « Je suis vraiment mal à l'aise quand je vais mener mon enfant à la garderie, je suis vraiment mal à l'aise que certaines des éducatrices portent un signe religieux. » Il faut prendre ça en considération. Tu ne peux pas juste balayer ça du revers de la main. Puis on en a beaucoup de témoignages comme ça, de parents, de mamans en particulier qui nous disent « Je ne suis pas à l'aise que dans ma garderie, il y ait des signes religieux qui soient portés par les éducatrices. » Quand on a décidé de déconfessionnaliser le système scolaire public, c'est quoi le choix qu'on a fait? On a décidé que l'éducation religieuse, ça relevait des parents. Alors, comme parent, est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée de confier pour toute une année scolaire votre enfant à un enseignant ou une enseignante qui porte un signe religieux très ostentatoire pendant toute l'année scolaire? C'est ça la question qu'on a dans la société. Les éducatrices, les enseignantes, c'est des modèles. On a tous été marqués par l'un ou l'autre de nos enseignants ou enseignantes. C'est vraiment des personnes qui nous accompagnent, qui contribuent à notre formation, qui ont une grande influence sur nous. On passe plus de temps avec une enseignante au primaire qu'on en passe avec nos parents. Là. Si tu regardes sur une semaine, là, cette personne-là, elle est très importante dans notre vie. Est-ce qu'on veut, comme parents, que notre enfant passe l'année scolaire avec une éducatrice ou une enseignante qui porte un signe religieux très visible? Est-ce qu'on est à l'aise avec ça? Des parents nous disent, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. J'ai choisi l'école publique, notamment parce que l'éducation religieuse, j'ai décidé que ça se réglait à la maison, puis c'est moi qui allais m'en occuper. Si j'avais voulu donner une éducation religieuse à mes enfants, je leur envoyais à l'école privée, dans une école où il y a un programme religieux, où il y a l'accent est mis sur une éducation religieuse. Donc, je comprends que les commentaires, c'était davantage avec les enfants. Bien, notamment avec les enfants, mais je vais vous donner un autre exemple. À partir du moment où on dit que dorénavant, les accommodements raisonnables, les demandes d'accommodement religieux vont devoir suivre un certain nombre de critères. Un de ces critères, c'est l'égalité homme-femme. C'est le critère déterminant. Le critère prépondérant, ça devient l'égalité homme-femme dans ce qu'on propose. Imaginez une demande d'accommodement qui est faite à un fonctionnaire ou à une gestionnaire et la personne doit décider si l'accommodement est recevable ou pas, si l'accommodement doit être accordé ou pas, et elle porte elle-même un signe religieux.
et elle doit décider entre la religion et l'égalité homme-femme. Mais elle porte elle-même un signe religieux, ou il porte lui-même un signe religieux. Vous ne pensez pas qu'il y a un risque à ce moment-là que la décision soit perçue comme n'étant pas impartiale? Même si elle ne le porte pas, si à la base elle a une religion. Ça, c'est un très bon point. Sauf que, je suis d'accord avec vous, de ne pas porter de signe religieux, ça ne garantit pas la neutralité religieuse dans les décisions. Mais je peux vous dire une chose, d'en porter un, ça envoie un message religieux très, très clair. De porter un signe religieux, ça dit « Je suis croyant, voici ma religion ». Alors que l'État devrait dire plutôt « Je respecte toutes les croyances, je respecte toutes les religions, et c'est pour ça que pendant mes heures d'ouvrage, je garde pour moi mes convictions religieuses. » Je les fais pas disparaître. Vous avez raison. Si je crois en Dieu tout le temps. Mais de dire, je vais garder pour moi, pendant mes heures d'ouvrage, quelles sont mes opinions religieuses ou mes opinions politiques. Pendant que je travaille pour le citoyen, si ça ne regarde pas le citoyen, je vais être neutre. Ça, je pense que c'est raisonnable. C'est pour ça qu'on trouve que la proposition, sincèrement, est plutôt raisonnable. C'est sûr que quand tu lis les manchettes, tu as l'impression que le feu est pris, tu sais. Mais dans les faits, quand tu t'arrêtes à y penser, on se limite aux représentants de l'État, on ne sort pas de l'État, c'est juste les personnes qui travaillent pour l'État pendant les heures d'ouvrage. Puis tout ce qu'on dit, c'est, pendant que vous travaillez pour votre concitoyen, au nom du respect pour tous, gardez pour vous vos convictions religieuses. Vous n'avez pas à les afficher ouvertement. Tu sais, c'est-tu un si gros... Tu sais, moi, je trouve que... il faut ramener les choses un petit peu à leur juste proportion, là. Mais pourquoi, à ce moment-là, ne pas avoir pris le rapport de la commission de Bouchard-Taylor et de l'avoir appliqué tel quel? Pourquoi aller plus loin que ce rapport-là, alors qu'il y en avait déjà eu une consultation partout au Québec sur ces questions-là et qu'il y a 2 grands intellectuels reconnus à travers le monde qui ont écrit un rapport basé sur des études, basé sur des faits, qui vous ont fait des recommandations aux députés. Ça a été tabletté, évidemment, sous le gouvernement précédent, mais pourquoi ne pas simplement avoir pris ce rapport-là qui faisait largement consensus et avoir dit, ben voilà ce qu'on propose comme charte? Qui faisait largement consensus? Moi, je pense pas qu'il faisait consensus pantoute. Bien, si vous vous appuyez seulement sur ce rapport-là, vous avez l'appui d'autres partis à Moi, je vais vous dire, nationale. les commentaires qu'on a actuellement, c'est partagé, là. C'est partagé, là. Mais moi, ce que je sens actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de Québécois qui souhaitent qu'on règle une fois pour toutes la question de la neutralité religieuse et qui sont plutôt d'accord avec l'idée que si l'État est neutre, les représentants doivent l'être également, puis ça ne doit pas se limiter seulement aux juges, aux policiers, aux gardiens de prison, puis aux procureurs, là. D'ailleurs, si l'argument, c'est la position d'autorité, si la raison pour laquelle on dit les juges, les gardiens de prison, les policiers ne doivent pas porter de signes religieux parce qu'ils sont en position d'autorité, vous ne pensez pas que les éducatrices sont en position d'autorité sur les enfants, vous? Puis les enseignants et les enseignantes, ils ne sont pas en position d'autorité sur les enfants? Tu sais, si tu veux aller sur l'argument de l'autorité, là, tu es obligé d'aller là aussi. C'est pour ça que je disais hier à M. Bouchard, vous savez, on n'est pas si loin que ça, on n'est pas si loin que ça, vous et moi. J'ai dit, dans le fond, M. Bouchard, vous aussi, vous étiez d'accord pour interdire les signes religieux. Sur le principe, M. Bouchard, dans son rapport, est d'accord pour interdire les signes religieux. Il les interdit pour les juges, les policiers, les agents de prison, puis les procureurs. Moi, je dis, moi aussi, je suis d'accord. C'est juste que je tire la ligne ailleurs. Je trace la ligne ailleurs. Mais sur le principe, comme quoi l'État doit être neutre, puis il faut que les personnes le soient également dans leur apparence, on est d'accord tous les deux. C'est juste qu'on n'englobe pas disons que nous autres, on y va plus large. C'est vrai. Louis Tremblay, suivi de Pascal Girard. Excusez-moi, à quelle heure on finit? On finit dans 13 minutes. OK. C'est pas parce que j'ai pas de plaisir, là. C'est juste pour avoir une idée de... Il y a eu pendant le débat souverainiste, il y a eu le coup de la bringue, ce qu'on a appelé. Ouais. Est-ce que vous craignez le coup des camions U-Haul qui s'amassent aux frontières pour sortir du Québec remplis de médecins, d'infirmières, d'éducatrices en garderie? Est-ce que le gouvernement a des inquiétudes par rapport à des pertes importantes de personnes qui sont quand même, on parle de médecins, là, c'est quand même des gens qui sont importants dans le système? Est-ce que c'est une crainte au gouvernement? Non.
c'est M. Hébert, je pense qu'il déclarait hier qu'il n'en avait pas non plus. Si vous saviez à quel point le Québec est une société où les gens souhaiteraient venir s'installer, là. Le Québec, c'est vraiment une société pour laquelle il y a beaucoup d'intérêt au niveau de l'immigration. Puis d'ailleurs, les derniers chiffres qui sont sortis, Mme de Courcy me les a remis hier à l'Assemblée, hier ou avant-hier, les demandes d'immigration pour le Québec sont à la hausse depuis le mois d'août. Légèrement à la hausse, mais à la hausse quand même. Puis moi, je vais vous dire, là, de pouvoir venir vivre dans une société comme la nôtre, là, qui est démocratique, qui est égalitaire. La valeur égalité, elle est profondément ancrée dans le cœur des Québécois. Puis d'ailleurs, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous savez c'est quoi l'égalité? Parce que vous vous êtes bâti une région en travaillant ensemble, en communauté, coude à coude. Le sentiment que tout le monde est égal, puis qu'on doit tous faire notre part, puis que c'est en travaillant ensemble, en étant solidaires les uns les autres, qu'on va avancer comme société. C'est un principe, une valeur qui sont très, très, très importantes pour les Québécois. Et je dirais en particulier pour les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, de vouloir... Parce que dans le fond, là, ce qu'on propose, là, la Charte des valeurs, là, si vous me demandiez, là, c'est quoi le principe fondamental que tu affirmes à travers ça, je dirais, moi, c'est l'égalité. La neutralité, dans les faits, c'est un moyen pour arriver à l'égalité. La neutralité, dans le fond, ça dit tout le monde est égal, toutes les croyances sont respectables, toutes les religions le sont également, puis vous pouvez décider de ne pas avoir de religion, puis je vais vous respecter également aussi. Mais la valeur fondamentale là, qui sous-tend tout ce qu'on propose, c'est l'égalité. L'égalité de croyance, l'égalité du citoyen devant l'État, l'égalité des religions, l'égalité homme-femme. C'est ça le principe fondamental qu'on défend. Puis ça, c'est une valeur qui est très importante pour les gens d'ici, puis c'est une valeur qui est très importante pour la société québécoise. Et je vais vous dire une chose, c'est mauditement attrayant de venir s'installer dans une société dans laquelle le principe de l'égalité est à ce point important. Puis je vous le dis, puis je vous le redis, il y a beaucoup de personnes qui viennent chez nous à cause de ça, notamment des femmes qui ont quitté l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, parce qu'elles ne se sentaient pas respectées comme femmes, parce qu'elles vivaient avec un intégrisme qu'elles jugeaient menaçant. Cette idée que l'État puis la religion, c'est l'idée que, dans le fond, l'État doit avoir une religion. C'est ça, essentiellement, l'intégrisme. C'est l'idée que l'État doit avoir une religion. Elles ont quitté leur pays pour arriver dans une société qui dit l'État ne doit pas avoir de religion parce que l'État doit respecter tout le monde. Je vais vous dire, ça devient... C'est un bel endroit pour vivre, le Québec. C'est un bel endroit pour s'installer, pour travailler, pour vivre heureux, pour élever sa famille. Puis ce qu'on propose, là, ça va renforcer ça. Ça va renforcer nos forces. Puis encore une fois, je vous le dis, dans une couple d'années d'ici, on va se féliciter de l'avoir fait. Parce qu'on va se dire, on s'est donné un cadre qui a permis de réduire les tensions puis qui nous a permis de vivre, de mieux vivre avec nous-mêmes, de mieux vivre en harmonie avec nous-mêmes puis d'avoir plus de cohésion comme société également. Pascal Girard, suivi de Simon Tremblay. Bonjour, M. Drainville. Je vais sortir du sujet un peu et m'adresser à l'ancien journaliste. Comment on peut vivre la transition entre le journalisme et de devenir politicien et la politique partisane? On a tellement l'impression que si on demande à Nicolas Marceau ces jours-ci comment va l'économie, c'est 100% bon, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et s'il était dans l'opposition, là, c'est la catastrophe, les usines ferment, l'économie va mal. Le plan Nord, Mme Ouellette, la semaine dernière, disait tout va bien dans le meilleur des mondes. Quelle bonne question. Mais je me posais justement cette question-là quand j'étais journaliste. Oui, mais comment on vit? Pourquoi on en arrive ça? Parce que parfois, on a quasiment l'impression, du coup, ils nous prennent-tu pour des valises? De dire que tout va bien d'un côté, et du jour où on est dans l'opposition, là, c'est 100% mal. Tout ce que les libéraux ont fait est mal, et tout ce que nous, on fait est bon. Comment on vit ça comme ancien journaliste? T'as peu. Ben là...
Faut que tu... Non, mais le principe de base, c'est qu'il faut que tu dises la vérité. Tu peux pas mentir. Mais comme disait René Lévesque, t'es pas obligé de tout dire tout le temps. À un moment donné, tu peux t'en garder un petit peu pour toi, là. T'sais? Mais l'important, c'est que ce que tu dis n'est pas le contraire de ce que tu penses, puis n'est surtout pas le contraire de ce que tu fais. T'sais? Alors, le principe de base, c'est d'être honnête avec les gens. Maintenant, il y a des choses qui t'appartiennent, il y a des choses qu'il vaut mieux pas dire parce que tu vas te mettre dans le trouble, par exemple. Bon, alors, tu le gardes pour toi. Comme l'éolienne, Tu le gardes pour hasard, toi. par exemple. Oui, c'est ça. Bon, mais c'est un métier qui est complètement différent, là. C'est un métier qui est complètement différent. différent. Vous arrivez des soirs que vous vous couchez, que vous dites « ma foi du bon Dieu ». Excusez l'expression. Ben, je vais ma dire- foi du bon esprit dans le ciel. Là. Ah, t'es correct. T'es dans le thème, Pascal. Non, en général, ben, écoute, tu as raison de dire que un des principaux défis de la politique, c'est de rester vrai, là. Ça, c'est vrai. Rester vrai. Puis rester fidèle à tes principes, puis rester, tu sais, ne pas, tu sais, dire la vérité au monde, même si ça ne veut pas dire nécessairement tout ce que tu penses, là, que tu t'en gardes un peu pour toi. Mais, regarde, là, la Charte des valeurs, là, je ne sais pas ce qui va arriver avec ça, OK? Mais on est prêt, je veux dire, les gens nous disent, enfin, un gouvernement qui met ses culottes, puis les culottes sont bien attachées, je t'assure, puis on va aller de l'avant. Jusqu'où est-ce qu'on va aller? Je ne peux pas te le dire, parce qu'on est un gouvernement minoritaire, on ne sait pas exactement de quoi la suite des choses sera faite. Mais c'est pour des batailles comme ça que tu fais de la politique. Puis moi, je vais te dire, actuellement, je me sens utile, là. J'ai l'impression que ce qu'on va décider tout le monde ensemble, là, je suis convaincu que c'est une décision importante qu'on s'apprête à prendre sur la question des valeurs. Je suis convaincu que ça va nous marquer, ça, comme société pour les années à venir. Puis je suis convaincu que si on le fait, ça va être pour le mieux. Puis qu'on va tous s'en féliciter dans quelques années d'ici. Fait que c'est ça mon carburant, moi. C'est ça c'est de là que je tire mon énergie puis ma passion. C'est d'avoir le sentiment de faire quelque chose d'utile pour ma société. Quand j'étais journaliste, je servais l'intérêt public. Aujourd'hui, j'ai l'impression de continuer à servir l'intérêt public, mais de le faire différemment. Puis, la vérité, mon vieux, la vérité. Quand tu es journaliste, l'objectif, c'est de présenter les deux points de vue d'une façon qui est impartiale. Quand tu es en politique, l'objectif, c'est de mettre de l'avant ta position, mais il faut le faire dans le respect et dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Rapidement. Je parle un peu moins de la position des autres. Oh, vous n'avez pas fini. Favorablement. Puis quand je le fais, ben j'ai tendance évidemment à mettre un petit peu en lumière les aspects moins intéressants. On s'en était pas rendu compte. Rapidement, dernière question, Simon Tremblay. La semaine dernière, avant votre présentation, la veille, quand vous êtes couché, est-ce que vous pensiez que ça allait prendre cette tournure-là, le débat, médiatiquement parlant, dans la population de la division? Oui. Jusqu'à maintenant, là, il n'y a aucune surprise. On savait dans quoi on s'embarquait. On savait que ça allait être un débat très intense, très passionné, mais c'est un débat qui est nécessaire. La proposition est juste, est nuancée, est modérée, puis donc elle est raisonnable, puis c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. On va être content de l'avoir fait dans quelques années d'ici. Alors là, il y a des jours, il y a plus de houle que d'autres, mais moi, Mme Marois m'a donné un mandat, je vais faire la job. Monsieur Tremblay, vous allez attendre d'avoir un micro. Monsieur Tremblay, s'il vous plaît. Écoutez votre président. Ça va vous prendre un petit micro pour qu'on vous entende. Rapidement, il me reste 2 minutes. Alors, Monsieur Tremblay, vous pouvez poser votre question, mais vous allez attendre d'avoir un petit micro. Vous êtes un peu dissipé, Monsieur Tremblay. C'est pour des gens comme ça qui... Ça prend une présidente. Ça prend une présidente. La dernière qui parlait de même, moi, à l'école, c'était... Votre Elle avait gardé son uniforme question, votre question.
Parce que, M. Drainville, la façon dont c'est sorti la charte, puis conserver le crucifix, pas toucher à la prière à l'hôtel de ville, mais par contre, le signe religieux pour les employés de l'État, évidemment, les musulmans ont dit que c'était contre eux. On avait comme l'impression que vous vouliez en même temps ménager le Québécois de type Jean Tremblay, le client du PQ qui est un peu à gauche. On aurait dit que vous vouliez ménager tout le monde là-dedans, puis finalement, ça a donné peut-être l'effet contraire. Ah, ben là, écoute, arrête. Ce qu'on propose, là, c'est une grosse bouchée, là. C'est une immense avancée, là. Puis c'est pas pour rien qu'il y a autant de réactions, là. C'est parce que, tu sais, la réaction, elle est proportionnelle à l'ampleur du changement proposé. La réaction, ou même je dirais l'opposition, est proportionnelle au changement proposé. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de réactions, c'est parce que le changement qu'on propose, il est costaud. Maintenant, ne cherche pas la laïcité parfaite. Ça n'existe pas sur la terre, la laïcité parfaite. La laïcité, là, parfaitement, là, qui rentre dans les petits, qui va rentrer là, parfaitement, d'une façon parfaitement symétrique dans chaque case, là, ça n'existe pas. La France est supposée avoir le modèle le plus achevé. Ils continuent à financer leurs écoles privées, ils financent le patrimoine religieux, ils financent la formation des conseillers spirituels, les imams notamment dans les prisons de France. Alors, c'est supposé être le modèle parfait de la laïcité, puis tu vois, ça n'existe pas. Les Américains, dans leur constitution, ils ne sont pas supposés avoir de religion d'État. Les politiciens américains passent le temps à terminer leur discours en disant « God bless America ». Tu comprends? Alors, à un moment donné, la laïcité qu'on propose, c'est une laïcité québécoise qui respecte ce que nous sommes comme société, puis qui est le reflet de ce que nous sommes comme société. Et je suis obligée de vous arrêter parce que c'est terminé. Que c'est donc dommage. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci tout le monde. Merci de votre respect.